êtes l'auteur du plan B de Ousmane Sonko. Finalement, il est écarté. Et selon la dernière décision du Conseil constitutionnel, il n'est pas éligible pendant 5 ans. Aujourd'hui, son plan B passe. Pensez-vous aujourd'hui que le plan B a des potentialités pour succéder le président Macky Sall et pouvoir libérer les 2 autres détenus qui sont en prison? Vous savez, j'ai participé modestement à la réflexion du plan B car je l'ai pratiqué moi-même en Algérie en 2019 et il s'est passé exactement la même chose qu'au Sénégal. C'est que le pouvoir, quand il n'a pas de garantie, il a peur, il prend peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annule l'élection. Donc en Algérie, les élections ont été annulées lorsque j'ai mis en place le plan B. Et au Sénégal, les élections aussi sont annulées. Donc tant que vous ne mettez pas des garanties, ça ne fonctionne pas. Et en Algérie, j'avais dit qu'un plan B ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une loi d'amnistie. Ça va ensemble. Donc je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il y a aussi cette idée de loi d'amnistie. Vous êtes l'auteur de la proposition de la loi d'amnistie? Modestement. Donc j'ai proposé 3 choses. J'ai proposé le plan B, j'ai proposé une loi d'amnistie qui va avec, et j'ai proposé aussi l'idée de la création du poste de président d'honneur. J'ai proposé ces 3 idées en Algérie et j'ai essayé d'en faire bénéficier les leaders politiques sénégalais, que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Donc bien sûr ma contribution est modeste, mais pour que cela fonctionne, il faut que, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, il faut éviter des éléments de langage radicaux. Il faut faire attention aux mots, parce que quand on utilise des mots violents, on n'est pas loin de la violence. Et quand il y a de la violence, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. En Algérie, ça aboutit à une guerre civile. Au Congo, Zaïre aussi. Au Rwanda aussi. Il faut faire très attention à ne pas jouer avec le feu des mots, car lorsque les feux de mots s'accompagnent de feu des armes, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'être encore dans une démocratie. Oui, certaines libertés publiques ont été bridées. J'ai vu que hier, la manifestation silencieuse avait été interdite pour raison d'itinéraire du cortège. C'est une façon diplomatique de vous dire, en tout cas de dire à l'opposition, discutons, mettons-nous autour d'une table. Nous sommes tous des Sénégalais, quelles que soient nos divergences idéologiques, politiques, sociales, économiques, on peut discuter pour trouver un terrain d'entente. Et je crois qu'il faut que chacun de vous mettiez un peu d'eau dans votre café et évitez la radicalité, car elle sera extrêmement dangereuse pour la stabilité du Sénégal. Et n'oubliez pas que vous êtes entouré de pays qui ont connu ces derniers temps des coups d'État. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Niger. Ne soyez pas le prochain sur cette funeste liste. Et n'oubliez pas que vous faites partie d'un ensemble qui est très important en Afrique, qui est la CEDEAO. J'ai appris que 4 pays ont décidé de se retirer. Je le déplore, car qui va être content de voir que les Africains se divisent? Ce sont les Occidentaux. Comment voulez-vous faire front devant des États étrangers ou des multinationales étrangères quand on est divisé, alors que l'Europe ne cesse de s'agrandir? Plus de 27 pays. Les États-Unis, c'est 50 pays. Il n'y a pas de frontières. Ils ont la même monnaie, le dollar, un même drapeau. Et il n'y a aucun visa pour passer d'un État à l'autre. Et quand j'entends que certains pays sont contents de quitter la CEDEAO, laissez-moi leur dire, c'est ou bien de l'irresponsabilité, ou bien de l'immaturité. Mais dans les 2 cas, ce n'est pas digne de leur position que d'être fier de célébrer la division lorsque notre continent a plus que jamais besoin d'union, d'unité, de dialogue et de sérénité, de façon à offrir un avenir à nos jeunesses respectives. Quand je vois que des milliers d'Africains meurent, aussi bien dans l'océan Atlantique qu'en mer Méditerranée, je dis qu'il faut peut-être se calmer un peu, retrouver le chemin de la sagesse, retrouver le chemin du bon sens, retrouver le chemin de la responsabilité pour se mettre au travail et offrir un avenir à nos jeunesses. On a plus d'1 milliard d'habitants sur le continent, tout le monde rêve d'Amérique ou d'Europe. Je pense que notre objectif à nous, c'est que demain tout le monde puisse rêver d'Afrique. Mais pour faire rêver la jeunesse africaine,
il faut qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on ne tombe pas dans les pièges de la fausse démocratie ou dans la démocratie de pacotille. Donc voilà mon message que je veux envoyer aujourd'hui à la fois au président Ousmane Sonko et au président Macky Sall. Mettez-vous autour d'une table et discutez. Et ce n'est pas grave que d'offrir l'immunité présidentielle dans le cadre de la fonction de président d'honneur au président Macky Sall, aussi bien qu'au président Abdoulaye Wade et ainsi qu'au président Abdou Diouf. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise et du Sénégal. Alors, vous avez été candidat à 2 reprises à l'élection présidentielle en Algérie. Vous avez été recalé 2 fois. Comptez-vous vous présenter à la prochaine élection présidentielle? En 2019, le président Ousmane Sonko avait eu la chance d'être autorisé à être candidat. Et vous avez vu, il a fait 15%. Cela a fait peur au régime, et je pense aussi à la France, car il avait publié en 2017 un livre qui s'appelle Pétrole et gaz au Sénégal, où il voulait remettre en question les contrats et les intérêts des multinationales. Je crois qu'en Afrique, il faut être raisonnable si on veut accéder au pouvoir, car sinon vous aurez des forces qui vont se liguer contre vous. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Donc je n'ai pas eu cette chance en Algérie en 2014 et en 2019, car on a modifié la Constitution pour pas que je ne sois candidat. Et aujourd'hui, grâce aux 3 grâces présidentielles du président Abdelmadjid Tebboune, qui m'a gracié pour la 3e fois le 18 janvier 2023, je n'ai pas encore recouvré l'ensemble de mes droits politiques que je retrouverai uniquement en janvier 2025, c'est-à-dire 1 mois après la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en décembre 2024, comme au Sénégal. Donc aujourd'hui, je suis en retrait de la vie politique algérienne. Je me concentre à la fois sur ma santé, sur ma famille, sur l'écriture. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je vais publier prochainement un ouvrage sur la responsabilité des musulmans, des juifs et des chrétiens concernant l'esclavage qu'il y a eu en Afrique. Mais demain, je verrai de quelle façon je pourrai participer, aider à ce que l'ensemble du continent africain puisse demeurer ou devenir une démocratie. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui chez vous, au Sénégal, pour essayer d'aider à mon humble niveau à la fois le président Ousmane Sonko et le président Macky Sall à trouver un terrain d'entente pour que le Sénégal reste une démocratie. Car si le Sénégal reste une démocratie en Algérie et dans d'autres pays, évidemment on va regarder ça de très près. Et je crois que un Sénégal fort démocratiquement permettra à d'autres démocrates sur l'ensemble du continent africain à installer aussi la démocratie. Et c'est pourquoi je suis profondément attaché à ce qu'il y ait la paix, la stabilité et l'alternance pacifique au Sénégal. Vous avez entamé cette médiation au Sénégal. Au même moment, il y en a d'autres qui en parlent par le cas de Alioune de Africa Jom Center. Êtes-vous en contact direct pour mener cette médiation ensemble? Je ne suis pas en contact direct, mais j'ai des relais auprès du président Ousmane Sonko et du président Macky Sall pour apporter ma petite lumière algérienne au nom de notre dénominateur commun qui s'appelle l'Afrique, Mother Africa. Je ne suis pas dans une logique d'ingérence dans les affaires intérieures du Sénégal, car il faut respecter la souveraineté à la fois des États et des peuples. Mais en tant que citoyen africain, je crois avoir le devoir d'apporter ma petite lumière. Si cette lumière peut éclairer certains, j'en serai ravi. S'ils ne la souhaitent pas, je comprendrai aisément, car je sais que je suis étranger ici au Sénégal, sur le plan de la citoyenneté, mais je me sens complètement concerné en tant que panafricain dans le fait que le Sénégal reste une démocratie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dans mon sang et dans mon ADN 1,8% de sang sénégalais. Donc je tiens profondément à ce que le Sénégal reste une démocratie et surtout aider les uns et les autres à trouver un terrain d'entente et un accord. Vous êtes de nationalité algérienne, un pays qui se trouve dans l'espace du Nord, les pays du Maghreb. L'engagement panafricain est un engagement qui se fait avec autant de courage. On a vu la position de Kadhafi qui voulait mettre en place une unité d'élite de l'Union africaine. Au finish, on a vu
son sort en 2011. Finalement, il a été assassiné avec la complicité de Nicolas Sarkozy de la France. Avez-vous mesuré cet engagement et quel regard avez-vous maintenant sur la situation des États du Nord? Malheureusement, les États du Nord ne brillent pas par un sens aigu de l'esprit démocratique. Nous avons des régimes qui ont beaucoup souffert de la guerre civile et qui se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Ce sont des régimes qui ont peur de l'esprit démocratique, car dans nos pays, la frontière entre démocratie et désordre est très faible. C'est très délicat, car il n'y a pas une éducation à la démocratie, il n'y a pas une éducation à la politique. C'est la raison pour laquelle nous avons des armées et des services de renseignement qui font très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Mais encore une fois, si nous voulons que cet idéal panafricain soit une réalité demain et soit accompagné aussi bien de développement que de démocratie, il ne faut pas laisser l'occasion à des pays occidentaux de dire que nous sommes des dictatures. Car quel était le prétexte des Occidentaux et notamment de l'ancien président Sarkozy d'intervenir en Libye? Il disait que c'était un dictateur, que c'était un autoritaire et qu'il allait envoyer l'OTAN pour protéger les populations. Nous savons que ce n'était qu'un prétexte. Mais si la Libye était une démocratie, Nicolas Sarkozy n'aurait pas pu convaincre l'OTAN ni l'opinion publique internationale d'intervenir en Libye. Donc si nous voulons éviter que des pays étrangers s'ingèrent dans nos pays africains, il faut que nous soyons des modèles de démocratie. Et à partir de ce moment-là, on pourra ensemble développer l'Afrique, aussi bien au niveau économique, politique, militaire, diplomatique, social, culturel, environnemental, sans avoir les obstacles, sans avoir la menace de puissance, on va dire, suspecte, que ce soit sur le continent européen ou sur le Nouveau Monde, dans le Nouveau Monde. Donc, l'impératif démocratique, à mon sens, est une condition sine qua non pour développer l'esprit panafricaniste et l'Union africaine. Tant que nos pays ne seront pas démocratiques, nous serons toujours l'objet de pression, de menaces et d'ingérences étrangères. Voilà ce que j'apprends de l'exemple libyen. Et c'est la raison pour laquelle je tiens, en tant que panafricaniste, à ce que le Sénégal reste une démocratie, de façon à éviter que des forces étrangères s'ingèrent ou interfèrent dans les décisions qui ne doivent concerner que les Sénégalais. Alors, Nekaz Rachid, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dans cet entretien spécial, je précise que vous avez été en France pendant 40 ans, vous êtes né là-bas, vous avez renoncé à votre nationalité française en 2013, ce que Karim Wade n'a pas fait, même s'il voulait être candidat à l'élection présidentielle depuis 2019. À l'époque, vous payez aussi l'amende de ce qu'on appelle ici la pourquoi, les femmes qui se voilent intégralement, à chaque fois qu'elles sont contraintes à des difficultés, c'est vous, vous êtes engagé à payer volontairement. Aujourd'hui, vous vous engagez dans la bataille politique pour l'unité africaine. On ne va pas terminer sans parler le cas du Soudan. Ce pays qui tente encore à être divisé par rapport à encore entre les deux généraux. Qu'est-ce que je tire comme enseignement de l'exemple soudanais? Il y a un grand historien anglais qui s'appelle Arnold Toynbee, qui a fait un ouvrage monumental en 12 tomes qui s'appelle l'Histoire. Et il disait, dans une partie de son livre, que de la faculté qu'auront les responsables soudanais à régler le problème avec les populations du Sud, qui sont majoritairement chrétiennes et animistes, on pourra déterminer l'avenir du continent africain qui, peu ou prou, est divisé entre un nord musulman et un sud chrétien avec une partie animiste au centre. Et nous avons vu que le Soudan, à cause d'une idéologie sectaire, intégriste, musulmane, ont refusé de reconnaître la spécificité des populations du Sud, comme je l'ai dit, majoritairement animistes et chrétiennes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ingérences étrangères. Pendant 30 ans, il y a eu une guerre civile, et finalement, nous avons assisté à la coupure, à la rupture territoriale entre le Soudan du Nord musulman et le Soudan du Sud chrétien,
animiste. Malheureusement, ce cas-là peut se reproduire dans d'autres pays du monde. Par exemple au Nigeria, on a vu la guerre du Biafra entre 1967 et 1970. Que s'est-il passé? Les chrétiens ont voulu se séparer du régime fédéral qui était majoritairement musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Des puissances étrangères sont intervenues, les Français, les Anglais, les Américains, etc. 1 million de morts. Cela peut se reproduire aussi dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, on a vu la guerre civile qu'il y a eu entre le clan Gbagbo et le clan Ouattara, etc., etc.